Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. On va passer une demi-heure avec l'une des industries clés de notre vieux pays, l'industrie aéronautique. Vous savez que l'industrie aéronautique, elle est aujourd'hui dans une situation complexe, mais une situation qu'elle est en train en fait de surmonter. Alors, appuyé d'abord sur des efforts budgétaires qui sont considérables, évidemment, mais appuyé aussi sur son volet défense. Et c'est vrai que l'ensemble des, notamment sous-traitants de cette industrie aéronautique, qui travaillent aussi pour la défense, peuvent limiter l'impact des coûts qu'ils prennent du côté de l'aviation civile. C'est le cas du groupe Rafo, avec lequel on va passer maintenant une demi-heure. Vous allez écouter son patron, Nicolas Orens. Alors, il était venu nous voir il y a quelques mois. Il se trouve que là, Rafo vient de confirmer ce que nous dit Nicolas, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait en mesure d'encaisser les chocs. Et ils viennent d'ailleurs de faire l'acquisition de deux petites entreprises, ce qui va leur permettre de renforcer leur portefeuille technologique. Voilà, donc Nicolas Orens, Rafo, c'est maintenant sur Sud Radio. Nicolas Orens, le directeur général de Rafo. Bonjour, bonjour Nicolas. Stéphane, bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Donc, alors j'ai écrit la relance de l'aéronautique parce qu'il faut bien écrire quelque chose, mais on va discuter d'abord ensemble de Rafo, spécialiste de la mécanique de précision, au cœur, donc je dis, de notre tissu entrepreneurial et industriel aéronautique. Il faut que vous me racontiez ce que fait Rafo déjà, parce qu'on va rentrer, moi j'adore ça, sur un certain nombre de points de détail et pourtant essentiels au cœur des avions. Rafo, déjà en quelques mots, c'est une entreprise de 80 ans qui est née effectivement dans la région ouest parisien. Ouais. Donc un atelier mécanique, hein, si je fais très rapide, un atelier mécanique, travaillé plutôt le secteur automobile. Et dans les années 70, le père de Jacques Rafo jeune dans l'entreprise, il a une idée, une innovation, un clou tordu, un système qui permettait de tenir une arme sous une bombe, sous un avion. Donc c'était une innovation, un clou tordu que personne ne voulait faire. Ça alors. Et dit j'ai l'idée, je la propose. Un peu plus qu'un clou tordu, j'espère, pour tenir la bombe. Un système hyper technique oui, voilà, qui en fait semblait peut-être insignifiant, mais c'est ça l'innovation. Et il est rentré comme ça dans le système des armées et l'entreprise Rafo a commencé à grandir, le Valois-Perret, Colombes. On arrive dans les années 70, l'armée fait de plus en plus confiance au groupe Rafo et ce groupe est embarqué dans le développement de portiques, de bombes, tout d'abord des bibombes pour le Mirage F1, pour le Jaguar. On arrive dans les années 80, je vous le fais rapide Stéphane. Non mais c'est super. On arrive dans les années 80, les armées sont très contents des performances industrielles déjà de l'époque de Rafo, et Rafo embarque sur le Rafale, non pas uniquement comme un électromécanicien, mais quelqu'un qui va concevoir... Toujours avec le système de fixation de bombes. Hein. En fait, les systèmes d'interface entre l'aéronef et d'autres composants. Donc c'est le segment, ce qu'on appelle les emports maintenant, dans les années 2000, c'est le système, c'est des pylônes qui vont faire l'interface entre l'avion et ensuite soit une bombe, soit un élément de télécommunication, bref, ce savoir-faire d'emport. Tout ce qu'on a accroché finalement. Tout ce qu'on a accroché. Pour faire simple, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et là, avec le Rafale, on fait le design, l'industrialisation, la production et les soutiens au support. Et donc c'est parti dans les années 80, 90 sur les années Rafale, et donc avec une responsabilité de Rafo sur ce qu'on appelle le point 2 du Rafale, qui est l'endroit où on a développé un pylône universel, où on peut mettre soit ce qu'on appelle des tribombes, donc des portiques qui vont soutenir des bombes, ou des éléments de télécommunication. C'est l'endroit un peu stratégique également sous les ailes du Rafale. Non, mais en même temps, parce que je me disais, mais bon Dieu, il n'y a pas un gars... Mais en même temps, quoi de plus important finalement que le truc qui va porter les bombes, quoi. Enfin, c'est hyper sensible. Il faut qu'il réponde au bon moment et il ne faut pas qu'il réponde au mauvais moment, quoi. C'est hyper sensible. Ça nécessite la moindre défaillance est une catastrophe absolue, en fait. C'est ça le truc, quoi. Mais pas que. Hein, cette expertise de fiabilité, en fait, elle a intéressé Airbus. C'est ça. Et dans les années 80, fin des années 80, en 1988, Rafo a été sélectionné pour fabriquer les palonniers de l'A320. C'est quoi un palonnier? Je sais pas ce que c'est. Des pédales qui gouvernent les ailerons. D'accord. Et donc, depuis 1988... Mais pourtant, ça n'a rien à voir avec le clou tordu. Électromécanique, c'est pour ça que c'est pas trop, Stéphane, de la mécanique de précision, c'est de l'électromécanique.
C'est des sous-ensembles qui ont de la mécanique de précision. Mécanique de précision, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est que c'est écrit sur votre site, ça, hein, Nicolas. Hein. Oui, mais pas que. 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 Je veux pas me faire engueuler. Hein. Non, c'est pas de ma faute. Mais pas que. Non, c'est des ensembles assez complexes, en fait. Et effectivement, le truc, et j'ai déjà entendu ça sur des sous-traitants aéronautiques, et notamment... C'était passionnant en discussion avec le nouveau directeur général d'Adecco qui est venu ici sur on va en parler, je pense que c'est pas votre cas, mais il va falloir à un moment effectivement que les gars qui étaient dans l'aéronautique fassent autre chose. Et il dit cette expérience de la fiabilité, cette exigence de la fiabilité, ça c'est une ressource très très importante que l'on possède quand on a travaillé dans l'aéronautique et qui intéresse énormément de secteurs aujourd'hui. Bah nous, pour cette caractéristique, on ne l'a pas développé en dehors de l'aéronautique, mais on a développé dans le civil nos expertises de défense. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une position qui est quand même assez agréable, d'être 50% de notre activité sur les activités de défense et 50% sur les activités de civil. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir une véritable résilience et d'avoir une position duale dans ce secteur et dans cette période qui est assez compliquée. Alors, si on parle maintenant des activités civiles, donc vous l'avez dit, et j'ai vu un truc aussi cinématique. C'est quoi les cinématiques? Parce que je connais les cinématiques dans les jeux vidéo. C'est la même chose dans les postes de pilotage? Non, c'est toute la mécanique de fonctionnement avec des systèmes qui permettent de rassurer ou de sécuriser les pilotes. Donc c'est quelque chose qui est, encore une fois, une image et une preuve de fiabilité. Mais on est là plus dans le logiciel que dans l'industrie à ce moment-là. Non, là on est vraiment dans la mécanique. On est vraiment dans la mécanique, d'accord. Mais le logiciel, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que c'est typiquement l'acquisition que nous venons de faire, on a communiqué hier. On a fait l'acquisition d'une société qui est une pépite technologique d'une 50aine d'années, qui travaille dans cette dimension électronique. Elle s'appelle CKPEM. Alors, elle a rien à voir. Elle est française. Elle est française. Elle a 50 ans d'expérience et elle fabrique des soutiens aux entraînements au tir réel des forces armées. Donc, elle fabrique des cibles, mais aussi toute la partie intelligence qu'on appelle le scoring. Et donc, grâce à cette société CKPEM, on va commencer à rajouter de l'électronique dans nos composants pour commencer à faire évoluer nos produits. Voilà, c'est toute cette. Donc, ça veut dire que quand même globalement, vous investissez peut-être davantage maintenant sur le pôle défense que sur le pôle civil? On essaye de répartir les efforts et on part du principe que les assets que nous avons dans un secteur, nous essayons de les valoriser dans l'autre secteur pour garder cette équité entre la période civile et la période de défense. Donc on est vraiment à cheval sur ces deux postes. Bon, et alors sur le civil, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que là c'est vrai qu'Airbus a publié ses chiffres de livraison, finalement, qui ont un petit peu surpris tout le monde parce qu'on se dit bon bah la machine est repartie. Est-ce que vous avez le sentiment que la machine est repartie, la machine va repartir. La machine va. C'est encore trop tôt. On a encore vraiment des cadences qui sont faibles sur certains segments. La 350 typiquement, il est encore assez bas. La 320 n'est pas encore au volume de 60 avions par mois que nous avions en 2019. Ouais. Donc oui, nous sommes confiants, ça va repartir. Mais on est résilient, on travaille sur la rationalisation de nos sites, la rationalisation industrielle, pour être prêt effectivement dans la phase de rebond, on espère qui sera 2022-2023. Nicolas Orens, donc le patron de Rafo, on est au cœur de l'industrie aéronautique et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Le sujet, parce que c'est ça qui était le sujet passionnant avec l'aéronautique, c'est que il y a un an, Airbus, alors je sais pas pour vous, mais je pense, vous demandez de monter en cadence. Ah oui. Airbus demandait, investissez, vous allez pas assez vite, nous devons aller plus vite, etc., etc., etc. Toute la supply chain était embarquée sur des cadences. Sous tension de dingue. Oui, oui. Est-ce que cette tension reviendra ou est-ce que finalement, on se dit qu'on va être, votre sentiment, un niveau en dessous quand même en termes de production parce que le transport aérien ne retrouvera pas la croissance phénoménale qu'il avait avant le Covid? Le besoin à 20 ans est toujours le même. Ça, c'est votre conviction. Et c'est pas que la mienne, c'est celle du secteur. Non, mais ça veut dire que les compagnies aériennes seront assez solides pour continuer à vous commander le même nombre d'avions. Enfin, pas à vous, mais... En tout cas, le segment peut-être va changer, c'est-à-dire qu'on utilisera plus des monocouloirs que des bicouloirs. Ouais. Le produit va changer, donc, mais le besoin peut plus de moyens courriers que de long courrier. Voilà. Le besoin peut rester le même. En revanche, les outils de production qui étaient peut-être formatés avant la crise sont et devront être
un petit peu améliorer ou évoluer. Je m'explique. Typiquement, un outil de production, demain, il doit être de plus en plus versatile. Et c'est pour ça que le numérique, à l'intérieur d'un outil de production... Versatile, ça veut dire versatile. Être capable de... Agile. Agile et capable de s'adapter. On ne fera peut-être plus aujourd'hui 70 machines sur l'outil de production, mais peut-être 70 avec des outils A, des outils B, bref, une capacité à notre outil de production de s'adapter un peu plus rapidement aux besoins, un peu ce qu'on retrouve dans le domaine automobile. J'allais dire, ouais. Donc c'est cette logique. Donc une base, et puis derrière, en fonction des clients, en fonction de l'évolution du dessin des avions, des éléments qui peuvent changer vite. Une révolution numérique dans notre outil de production, des machines communicantes pour s'adapter aux besoins, des opérateurs connectés pour justement optimiser et anticiper, et d'être non plus dans la réaction mais dans l'anticipation. C'est un peu le challenge qu'on est en train de faire, nous, chez Rafo, sur 3 usines de notre groupe. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse industrie 4.0, ça? Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nicolas. Et donc ça veut dire des investissements? Ça veut dire des investissements ciblés. On va pas forcément investir dans des gros robots, mais plutôt des cobots, des collaboratives robots qui vont aider l'opérateur. Donc on n'est pas dans une logique où on va mettre des investissements massifs en robots, mais on va mettre l'humain au cœur du dispositif et on va, je dirais, augmenter nos opérateurs, augmenter les compagnons pour qu'ils soient plus réactifs et plus agiles. Donc c'est vraiment... C'est passionnant, parce que le plus agile de tous, ça restera le compagnon, comme vous le dites. Ouais, voilà, l'humain. Bien sûr, bien sûr. C'est pas pour rien qu'on appelle les compagnons dans le secteur aéronautique, hein. Parce que le savoir-faire... Je savais pas ça, c'est-à-dire compagnon. Qui est compagnon? N'importe quel ouvrier sur une chaîne aéronautique est compagnon? Normalement, il y a des qualifications, mais en tout cas, un compagnon, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire. Et on est sur des métiers, nous, qui sont des métiers de soudure, des métiers de chaudronnerie, des métiers d'usinage, des métiers d'assemblage. Et donc, il y a beaucoup de documents, beaucoup de spécifications, mais il y a quand même l'expertise des opérateurs qui fait la différence. Ouais, c'est ça. Et donc, dans la versatilité, justement, dans l'adaptation des moyens, c'est ce savoir-faire humain qui sera cœur dans la révolution industrielle 4.0. Super intéressant. Super. Et alors donc vous avez prononcé le mot. C'est vrai que cobot, c'est-à-dire c'est l'élément aujourd'hui qui intéresse énormément les industriels, dont j'entends beaucoup parler. C'est-à-dire oui, effectivement, il y a les grands ateliers robotisés qui construisent des voitures. Là, on est tous d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a aussi effectivement le collaboratif robot. Cet homme augmenté. Absolument. Ce qui était impossible il y a encore peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut, alors je parle vraiment sous votre contrôle, mais il y a encore peu de temps, quand vous aviez un robot dans une usine, globalement, il fallait pas que l'homme approche, parce que en fait, le robot était pas fait pour travailler avec un homme et que ça pouvait être même dangereux. Vous envoyez dans des usines avec des grillages autour, etc. Et c'est tout ça qui est en train de changer aujourd'hui, avec un robot beaucoup plus intelligent, souple, connaissant l'humain à côté de lui. Enfin, c'est assez extraordinaire. Hein. Et il fait les tâches de faible valeur ajoutée. C'est ça. Moi, j'ai 2 cobots. On a 2 cobots dans notre usine de Soliès où on a une activité de fixation par matrissage, où là, les opérateurs sont maintenant très satisfaits, parce que c'était un peu reluctif d'avoir un robot ou un cobot à l'intérieur d'une usine. Ouais. Maintenant, on voit bien que c'est quelqu'un, ou c'est une machine qui va aider l'opérateur à être plus efficace, à travailler, à optimiser les accidentologies, en tout cas les problèmes qu'on peut avoir dans une usine. Donc c'est vraiment, maintenant, c'est vraiment main dans la main, quoi. 400 salariés, c'est ça? Oui, 400. 400 salariés, ouais. Et a priori, il n'y a pas de raison de se séparer d'un certain nombre de ses salariés. Vous tenez le choc, j'imagine un petit peu de chômage partiel. C'est ça. PGE pour la trésor. PGE pour la trésor, ouais, effectivement. Ouais. On a des usines qui sont, pour certaines, 100% dédiées aux civils. Donc là, c'est très compliqué. Ouais. Et là, on travaille main dans la main avec nos clients. Typiquement Airbus et Safran et Dassault pour optimiser tout ça. On essaye de réinternaliser de la prod sans pour autant fragiliser notre supply chain, parce que ça sert à rien de réintégrer. Donc on essaye d'être assez vigilant et agile, et on ouvre toutes les pistes de soutien. Typiquement, on veut s'impliquer et on s'implique dans le cadre du plan de relance, où on a été financé pour moderniser notre architecture digitale. Donc, on a été lauréat du plan de modernisation. On s'implique dans le CORAC. Ça veut dire que ça marche alors, par exemple? Et bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. En fait, il suffit... Et l'argent, vous l'avez déjà? Il est déjà décaissé? Pas encore. Pas encore quand même. Pas encore, mais enfin, les accords sont donnés. Encore, voilà. C'est un soutien qui est monumental pour justement, dans cette période 2021-2023, que la supply chain se transforme, devienne plus robuste et se prépare aux nouveaux enjeux. Donc, ça marche. Mais il faut avoir une stratégie claire, il faut savoir où on veut aller, donner le cap et le sens à nos opérateurs,
avoir des actionnaires qui nous font confiance, et c'est le cas chez Rafo, on a des actionnaires familiaux, enfin qui étaient familiaux pendant 78 ans, mais là maintenant ce sont des partenaires financiers avec le groupe HLD, fondé en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, qui est un vrai entrepreneur et qui nous fait confiance. Il a 55% chez nous, ACE Management à 15%. Vous connaissez Marwan, il nous suit. Alors Marwan, parce qu'on n'est pas intime non plus, c'est Marwan Laoud, alors directeur de la stratégie d'abord de ADS puis d'Airbus pendant de très nombreuses années et qui maintenant effectivement pilote ce fonds d'investissement sous l'étendard de Tikeo. Le nom m'échappe, voilà, Tikeo Capital. Absolument. Absolument. Donc les actionnaires nous font confiance, on donne le cap et le sens à nos opérateurs et on se prépare à la transformation. Avec toute une filière. Avec toute une filière. Avec toute une filière. C'est un modèle industriel, hein. Nous sommes un des rares pays à avoir la chance de fabriquer un avion de A à Z, hein, avec les États-Unis. Avec les États-Unis, il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. En France, en tout cas, on a Airbus, on a les motoristes Safran, on a les avionniciens, on a la supply chain, on a une supply chain complète, et c'est une vraie force hein, quand on regarde nos autres pays collègues européens. Nicolas, j'ai un petit truc en plus que je voulais ajouter. Donc, vous avez fait une grande partie de votre carrière chez Daher. Pendant 20 ans, oui. Alors, eux, ils sont quasiment 100% civils, Daher. Donc, la situation est quand même plus complexe. Vous avez décidé, c'était avant le confinement, hein, d'aller diriger Rafo. Absolument. Alors que bon, vous étiez cadre dirigeant chez Daher. Je crois que vous aviez monté un pôle de compétitivité, même j'avais vu ça dans l'ouest de la France. Président du pôle MC2 pendant 7 ans, oui. Alors, mais là aussi, pas vraiment dans l'arc, parce que c'est vrai qu'on dessine souvent l'arc aéronautique de Bordeaux à Toulouse, et vous, c'était plutôt dans la région de Nantes, c'est ça, je le gourre pas, mais Nantes, c'est là où naissent tous les Airbus. Les questions centrales de voilure de toute la famille Airbus depuis 1968, ils sont faits à Nantes. En fait, donc il y a même en termes d'aménagement du territoire, parce que vous avez aussi une boîte que vous avez rachetée à des usines dans le nord, près de Valenciennes. Absolument, où on fait les réservoirs pendulaires du Rafale. Donc on prend quand même la mesure. La France est aéronautique, c'est pas uniquement une certaine. Ouais. Absolument. Ouais. Et donc non, alors ce qui m'intéressait, vous allez comprendre où je veux en venir, parce que voilà, on peut avoir aussi des discussions d'adultes, c'est que vous avez pris quand même un risque dans votre carrière d'aller diriger un groupe à 50 ans. Oui. En disant 50 ans, c'est l'âge rêvé pour sortir de sa zone de confort. J'ai lu ça. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, j'ai appris énormément chez Daher. Parce que j'ai commencé vraiment chef de projet, j'ai fini en charge des... Ouais, c'est ça, vous avez fait, maintenant vous avez monté toute la chaîne. Et je remercierai toujours autant Patrick Daher qui a réussi à transformer son groupe. Hein. Mais c'est vrai qu'à 50 ans, j'avais accumulé une expertise un peu polyvalente dans le business, dans l'international, dans la recherche, dans le développement, dans l'accompagnement des collaborateurs, dans le leadership. Je me suis dit c'est le moment aussi de tenter une aventure. Et j'ai pas l'habitude de répondre à des sollicitations. Et là, Bruno Berthet, qui est notre président, moi, le président de Rafo. Président de Rafo, j'ai été séduit par la transformation, je me suis dit oui, c'est le moment de le faire. Voilà. C'est un truc dont... c'est idiot parce que c'est un truc dont je parlais beaucoup quand j'ai lancé cette chaîne et j'ai dit, maintenant on va arrêter, mais j'ai dit que c'était une start-up de vieux et je pense qu'il y a là un enjeu... Non, mais je pense... on est 3 associés à peu près dans ces âges-là, quoi. Et je pense qu'il y a là un enjeu en fait qui est très très important, dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire le sujet des retraites va revenir forcément, l'allongement de la durée de vie au travail. Et enfin, je voudrais que vous me disiez quelques éléments là-dessus sur... Il faut absolument que aujourd'hui les cadres dirigeants se disent qu'à 50 ans, ils ont un potentiel considérable pour créer de la richesse, finalement, et pour redynamiser leur carrière, mais aussi des pans entiers d'industrie dont ils sont devenus des experts extraordinaires. Mais même un potentiel de transmission, hein, clairement. Parce que si nous, à 50 ans, on s'implique pas dans un nouveau challenge dans l'aéronautique, en accompagnant des jeunes ingénieurs ou des opérateurs ou des compagnons dans cette transformation, parce que l'aéronautique, dans les 20 prochaines années, va subir une transformation qui va être démentielle, qui va être équivalente à ce qu'on a vécu sur les 100 premières, entre 1911 et 2021. À cause de la propulsion, des changements de carburant, de l'enjeu environnemental, hydrogène, etc. Et voilà. À cause des habitudes des passagers qui vont changer, l'obligation de changer notre manière de consommer, de fabriquer, des nouvelles technologies qui vont arriver, des matériaux biosourcés, une empreinte environnementale sur laquelle on a pris des engagements au niveau du secteur. Il va falloir qu'on se mobilise. Et c'est des gens vieux, ou en tout cas 50 ans, qui doivent justement montrer le cap et embarquer les équipes pour cette révolution future, quoi. L'hydrogène, pour vous, c'est le truc qui va tout changer? Encore une fois, c'est pas que moi, mais j'en suis convaincu quand j'entends au travers du CORAC, du Comité d'orientation de la recherche aéronautique civile, les grands
grands qui sont autour de la table, sans nommer Airbus bien évidemment et Safran, je sens que c'est la voie de l'histoire, l'hydrogène. C'est la voie de l'histoire, ou en tout cas c'est une des raisons. Il y a aussi le biocarburant. Ça sera la somme de ces nouvelles technologies de rupture qui permettront aux passagers, à nos enfants, à nos petits-enfants de voyager dans 20 ans plus safe et plus éco-responsable. Ouais, l'hydrogène coche toutes les cases. Après, il y a un certain nombre de sujets d'ingénieurs, voilà, mais après, à régler, mais sur le papier, coche toutes les cases. Mais non, mais on est au cœur du truc, c'est-à-dire que il faudrait que dans 20 ans, ce que vous venez de me décrire là, sur la filière aéronautique en France, dans 20, 30 ans, on puisse décrire la même chose sur la filière de la nouvelle propulsion, des nouveaux carburants. Ce sera l'hydrogène ou autre chose, mais pas rater ce virage industriel là, quoi. Et la logique que vous présentiez au tout début, c'est-à-dire la diversification, la sécurité, la sécurisation du secteur aéronautique, c'est un des enjeux sur l'hydrogène. Nicolas Orens, le patron de RAFO, donc au cœur de l'industrie aéronautique. Et on se retrouve demain sur Sud Radio.